Ok, on te continue sur ces capsules de STT 5100, une petite capsule un petit peu connexe, mais qui va être importante pour tout ce qu'on va faire ensuite, c'est des petits rappels d'algèbre linéaire. Alors là encore, il y a peut-être des choses qui sont des choses euh, à la limite du programme de ce qui avait été fait dans le cours d'algèbre 1, en particulier sur les valeurs propres, mais j'en aurai un petit peu besoin dans le sens où on parlera beaucoup de matrices définies positives, on parlera beaucoup de projections, on parlera beaucoup de rangs. À partir du moment où on maîtrise un petit peu la décomposition spectrale, ça simplifie beaucoup les choses. La décomposition spectrale, elle sert pour le cours qui suit, qui est ACT 6100. Okay, dans le cours qui nous intéresse, on pourrait faire beaucoup plus de choses si on avait la notion de vecteur propre. Mais voilà, on ne va pas en parler parce que le cours est déjà assez dense comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'objets quand même dont on a besoin. Euh, je dis que c'est un peu différent du reste parce que le reste, c'était vraiment voir les modèles linéaires comme étant la suite du cours de StatMath. On avait dans un cas un échantillon univarié, on a un paramètre qu'on ne connaît pas, on veut l'estimer. On aura des échantillons multivariés, donc avec des x et des y. On a des modèles paramétriques, on veut trouver des propriétés. Donc on est vraiment dans la continuité du cours de stat. La seule chose, c'est que comme je suis sur des vecteurs d'observation, c'est quand même plus simple d'utiliser des notations vectorielles. Et donc, on aura des outils de matrice. L'autre chose, c'est qu'on est sur modèle linéaire. Je souligne, d'ailleurs, je dois le souligner pour de vrai en partageant mon écran. Euh, on est sur ces modèles linéaires. Donc, idée linéaire dit qu'on aura des applications linéaires. Okay, donc, le modèle qu'on va construire sera un modèle linéaire. Et donc, il aura une représentation sous une forme matricielle. Okay, donc, ici, on utilise, je vais faire ces petits rappels d'algèbre linéaire, essentiellement, ou en partie, à cause du fait qu'on est sur ces modèles linéaires. Et l'autre fait, c'est qu'on va manipuler des matrices. Quand je vous parlerai de données, le point de départ des données, c'est des matrices. Okay, donc, les matrices apparaissent à deux endroits. Hein. Il y a les données sont des matrices, et les fonctions, les applications qu'on va utiliser sont des applications linéaires qui ont une transcription matricielle. Okay, donc, les matrices apparaissent à deux endroits dans ce que je vais vous évoquer. OK. Donc, je reviens sur la base. Une matrice, c'est quoi? Une matrice, c'est jamais qu'un tableau de chiffres. Okay, un tableau de nombres réels. Donc, ça paraît un peu trivial. Après, ça va nous poser des petits soucis. Ça va être la différence entre des matrices et des données. Okay, dans les données, vous avez des choses qui ne sont pas forcément des nombres réels. D'accord, un zip code dans une adresse, ce n'est pas un nombre réel. Okay, donc, il y aura une petite étape de ce qu'on appellera la transcription de données en nombre. Okay, si jamais j'ai le genre c'est homme-femme, c'est pas quelque chose de numérique. Alors, si vous revenez sur la capsule de probage, je parlais de la loi multinomiale, on a vu comment passer de quelque chose de catégoriel à des indicatrices. Les indicatrices sont des chiffres, donc ce sont des nombres réels. Okay, donc, on est sur des tableaux de nombres réels. Donc, à partir de là, je peux faire des maths. Voilà. Je peux faire des calculs sur des matrices, je peux faire des calculs sur des données. Okay, donc, on va traduire nos données sous une forme matricielle. Donc, une matrice Mn, ou que je noterai éventuellement M croix N, c'est une matrice qui contient M lignes et N colonnes. Voilà. L'élément sous-jacent de ma matrice A, c'est un élément AIJ, donc qui correspondra à l'élément qui va se trouver dans la ligne I, la colonne J. Okay, donc là encore, vous avez vu tout ça au secondaire, enfin, il n'y a rien de bien nouveau dans tout ce que je vous raconte. Donc voilà un exemple de matrice. Okay, donc c'est une matrice de 4, dans le sens où j'ai deux lignes, ligne 1, ligne 2, et 4 colonnes, 1, 2, 3, 4. Okay, c'est un tout petit point technique, d'ailleurs, je vais continuer à utiliser la notation usuelle, je pense, du cours d'algèbre, qui est que l'indexation se fait à partir de 1. Okay, donc la première colonne, c'est la première colonne, c'est la colonne 1. Il s'avère qu'il y a quelques livres qu'on voit apparaître récemment qui commencent à dire que la première colonne s'appellera la colonne 0. Ça ne sera pas le cas ici. Essentiellement, moi je le fais pour une raison purement informatique, c'est que sous R, l'indexation se fait effectivement à partir de 1. Ce qui n'est pas le cas en Python. Quand on fait du Python, on commence à 0. Donc il y a des fois des tout petits soucis en termes de terminologie d'indexation. L'avantage de R, c'est qu'on n'aura pas ce souci-là. Okay, la valeur qui se trouve en 1, 1, okay, c'est bien la matrice, ce qu'on appellera en R A crochet 1,1, qui nous donnera l'élément 1, 1 de cette matrice, qui est première ligne, première colonne. Okay, A3, 1,
pardon, A1, 3, il n'y a pas de A3, 1 puisque je n'ai pas 3 lignes. A1, 3, c'est la valeur qui va se trouver sur la première ligne et troisième colonne. Donc on est très exactement sur la valeur à l'intersection. Donc c'est ce 3.1 et c'est ce qui est raconté ici. Okay. Les matrices, elles vont contenir deux types d'éléments, les lignes et les colonnes. Okay. Donc la ligne, c'est ce que j'observe ici, et les colonnes, c'est ce qui apparaît là. Alors naturellement, un vecteur est un élément en colonne. Okay. Donc on les retrouvera plutôt sous cette forme-là. Je les noterai, alors je crois que c'est ce que je vais faire par la suite. Je noterai éventuellement A, I point, la colonne qui sera la colonne I. Et je noterai A point J, la colonne J. Okay, donc ligne I, A I point, A point J, c'est la colonne J. Alors c'est proche de ce qu'on aurait sous R, où on ferait tout simplement ce genre de choses. Donc il n'y a pas de point. Moi j'en ai besoin parce que sinon on ne sait pas trop ce que c'est que ce AIJ. Quoi. Enfin, si je mettais A indice J ou A indice I, on ne sait pas trop si on est sur une ligne ou une colonne. Donc j'essaierai autant que possible de garder cette notation, même si je pense que dès qu'on commencera à faire l'algèbre linéaire sur les matrices, sur les modèles linéaires, soit je vous parle d'une variable, soit je vous parle d'un individu, mais vous saurez de quoi je parle, et donc abusivement, je noterai pas le point. Donc sur les données, puisqu'il y aura souvent un parallèle quand même entre les données et les matrices, même si formellement ça peut être un peu différent, les données seront présentées de la manière suivante. Ce que je vais avoir dans une colonne, donc je vais vous le remettre peut-être ici, donc ce que je vais avoir dans cette colonne-là, c'est ce que je vais appeler une variable. Ce que je vais avoir, donc quand je fais l'autre lecture, quand je regarde ce qu'il y a sur une ligne, c'est ce que je vais appeler un individu. Okay. Donc dans un tableau de données, enfin repensez à ce que c'est qu'un tableau de données. Dans un tableau de données, généralement, on va mettre tous les individus dans des lignes qui vont se suivre, et chacune des colonnes va correspondre à une variable. Donc par exemple, dans la base sur le poids et la taille des élèves, vous avez une ligne par individu et vous observez leur taille, leur poids et leur genre. Donc techniquement, c'est cette notation qu'on va garder par la suite. Les lignes d'une matrice seront interprétées en tant qu'individu. OK. On a des petits outils qui servent. Une grandeur un opérateur très important, ce sera la notion de transposition. Okay. Donc je vais noter avec un petit t en haut. Donc A transposé vous fait basculer d'une taille mn à une taille mn. nm. Donc quand j'avais n colonnes, je vais passer à n ligne tout simplement en transposant. Donc par exemple ici, donc je vous fais des opérateurs de. Je vous le fais sur cet exemple-là. Donc j'ai la matrice 1, 3, 5, 2, 4, 6. Quand je la transpose, donc ma matrice 3, 2 devient une matrice 2, 3. Le terme qui se trouvait en haut à droite va passer en bas à gauche. Donc je la bascule, en gros, je la fais pivoter par rapport à la valeur en haut à gauche et je récupère ma matrice transposée. Donc cette transposée, on la verra partout, parce que ça va être très utile. Okay. Essentiellement parce que derrière se cache cette grandeur-là qui est, donc c'est un produit scalaire. Quand je vais faire x transposé y, on verra c'est un produit scalaire, c'est le produit scalaire entre x et y. On va juste parler de la norme. Cet objet-là, x transposé x, c'est la norme euclidienne du vecteur x, donc c'est la distance entre mon point x et 0. Okay. Donc c'est la somme des xi carrés. Okay. Donc ça, vous le réécrivez tranquillement, hein, si vous voulez. Je vous rappelle que x, comme si je mets x est un vecteur c'est un vecteur colonne. Donc quand je l'écris sous une forme de transposé, ça veut dire que je vais avoir un vecteur ligne multiplié par un vecteur colonne, et ça me donne uniquement, quand je fais mon produit, alors je vais redéfinir les produits tranquillement après, mais je vais récupérer tous les produits croisés, d'accord, donc ils sont cachés ici. Donc je vais multiplier le premier élément par le premier élément là, c'est-à-dire x1 au carré. Je prends le deuxième multiplié par le deuxième, et donc comme ça on va itérer en prenant toutes les valeurs croisées. Donc c'est bien la somme des xi carrés. Okay. Donc je vous le fais sur un petit exemple ici. Donc j'ai mon vecteur 1, 2, 3, 4 que je vais multiplier par 1, 2, 3, 4. Donc je prends 1, 2, 3, 4 transposé multiplié par 1, 2, 3, 4. Et donc ça va me donner la somme des xi carrés. Donc 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés plus 4 carrés. Okay. Ce qui ne marche pas du tout. Qui me donne 10. Bon, c'est assez étonnant. Okay. Pardon, c'est parce que c'est pas du tout un 2, 3, 4, c'est que j'ai fait le vecteur 1. Donc ici, j'ai mon vecteur x et je l'ai multiplié. Donc ici, j'ai du x transposé 1.
Okay. X transposé 1, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose de très utile, c'est que c'est en fait la somme des xi. Okay. Donc en l'occurrence, effectivement, 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est effectivement la somme des xi. Okay. Donc, donc ça marche. Par contre, je pourrais aussi le regarder dans l'autre sens, je peux faire 1 transposé x, et dans ces cas-là, ça me fera non plus une matrice 1, 1, mais une matrice 4, 4, qui est très exactement la matrice qui se trouve ici. Okay. Donc ici, sur la ligne juste en dessous, par contre, j'ai l'exemple dont je parlais tantôt, qui est ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 transposé multiplié par 1, 2, 3, 4. Donc là, je récupère ce 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, ce qui donne bien 30. Donc là, par contre, ça a du sens. Okay. Puis là, j'ai au contraire la matrice transposée. Donc souvenez-vous juste, et ce sera important pour la suite, le fait qu'il y a une grande différence entre un x transposé x et x transposé. Okay. Dans le premier cas, c'est une somme c'est la somme des xi au carré, c'est un nombre, alors que l'autre, au contraire, me donne une matrice n fois n. D'accord? Donc, ce que j'utilise depuis le début, là, mais que je n'avais pas encore eu le temps de définir, c'est cette notion de produit. Okay. Donc, ce que je vais appeler le produit, c'est tout simplement ce produit scalaire dont on vient de parler. Okay. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que, alors, il faut juste s'assurer que les dimensions sont correctes. D'accord? Quand vous avez une matrice Km et une matrice Mk, je peux faire leur produit, et ça va me donner une matrice Kn essentiellement. Donc, c'est le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la seconde. Okay. Comment est-ce que je fais mon calcul? Tout simplement en notant que l'élément IJ, c'est tout simplement la ligne I de A transposée multipliée par donc transposée, pourquoi? Parce que si jamais je n'étais A, I, dans ces cas-là, j'aurais un vecteur, et un vecteur, c'est forcément sous forme de colonne, donc je le transpose pour avoir une ligne, multiplié par l'autre vecteur, donc qui sera un vecteur aussi de taille n, donc les deux sont de taille m, les deux sont de taille m ici, et donc je vais faire la somme des AIK, BKJ, okay, et donc je récupère cette valeur-là. Okay. Donc classiquement, je vous rappelle, AB n'est pas égal à BA. Okay. Premièrement, il y a un problème de taille, okay, c'est que si jamais j'ai deux matrices de n'importe quelle taille sous ce format-là, je ne peux pas faire de ce produit-là, mais ce ne sera pas vrai, y compris pour des matrices compatibles. Okay. Dans ces cas-là, je ne peux pas, de manière générale, intervertir mes produits. Okay. Donc, souvenez-vous juste de ça. Donc là, je vous montre un petit peu le produit. Le produit sous R, le produit matriciel, c'est ce pourcentage multiplié pourcentage. Okay. Donc ici, j'avais une matrice de 3. Okay. Donc j'ai le 3 sur la deuxième matrice, 3, 4. Donc ça va me donner une matrice de 4. Chaque terme qui apparaît est une somme de 3 termes, okay, qui sont les 3 produits croisés qu'on va avoir. C'est-à-dire, je me place sur la ligne I en A, sur la colonne J en B, et je vais prendre les 3 termes qui vont apparaître dans les produits. Je vous remets toutes les propriétés donc, importantes de ce produit. Hein. Le fait que quand je multiplie par identité, bah, j'ai un élément neutre. Okay, donc on va récupérer une espèce de structure de groupe. Okay, donc je vais récupérer cet élément identité qui fait que A fois identité, c'était l'identité fois A. Okay, c'est A. De manière générale, donc AB n'est pas égal à BA. Par contre, j'ai quand même une propriété d'associativité. Donc le AB fois C, c'est la même chose que que A fois BC. Alors, je peux vous renvoyer vers des. Je ne les ai plus là, mais j'ai des livres. Donc il y a pas mal de livres que j'ai mis en référence d'algèbre linéaire, et en particulier d'aspect computationnel, qui discutent pas mal de ces histoires-là. En fait, les histoires de produits comme ça, il y a des moments pour lesquels c'est très important parce que les calculs de produits, ça peut être coûteux en temps de calcul. Donc faire des produits d'une matrice de taille 1000-1000 par une autre matrice de taille 1000-1000, ça peut être très compliqué. Okay. Donc le choix de est-ce que je fais ce calcul-là ou est-ce que je fais ce calcul-là, ça peut avoir un impact très important d'un point de vue computationnel quand on travaille sur des très grosses matrices. Voilà. C'est une petite parenthèse qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà. Souvenez-vous juste que j'ai le droit de prendre des sous-parties. Okay, donc je vais avoir le droit de faire des simplifications, par exemple, par la suite quand je ferai des produits de matrice. On a la distributivité. On a une propriété sur les transposés, c'est-à-dire que la transposée d'un produit, ce n'est pas exactement le produit des transposés, c'est le produit des transposés en permettant tous les termes. Okay, si vous n'êtes pas convaincu, repensez juste à un effet de taille. C'est que pour que ce soit compatible, il faut quand même les mettre dans le bon sens. Donc, on est obligé de les faire à l'envers. Okay. Dans le cas des matrices carrées, on a plusieurs grandeurs qui vont apparaître. Donc, je parlerai du déterminant un petit peu plus tard. Il y a un outil intéressant qui va être la trace. Donc, la trace d'une matrice, c'est la somme de tous les termes sur la diagonale. Okay.
On garde ça dans un coin de sa tête parce que ce sera important. Je pense que j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais ça va être un élément important quand on fera des modèles de prévision. Okay. Donc la trace, c'est un outil assez classique en algèbre linéaire. OK. Donc je vais juste vous présenter donc je vous ai dit tout à l'heure, on fait des modèles linéaires. Donc on va avoir des transformations linéaires qui se cachent quelque part. Alors je vous montre deux transformations. Okay. J'en parle maintenant. La rotation, on ne la verra pas, elle n'est pas très utile dans ce cours, elle est beaucoup plus importante dans le cours ACT 6100 où on va s'amuser à transformer l'espace pour pouvoir, on va transformer nos données de manière optimale. On ne sera pas dans cette optique-là ici. Nous, celui qui nous intéressera le plus ici, dans ce cours, c'est les projections orthogonales. Donc on passera beaucoup de temps sur les projections orthogonales. Je vais juste vous présenter deux transformations classiques. Donc des transformations linéaires, c'est des transformations de points de l'espace par cette matrice. Donc je vais me donner une matrice de transformation, donc par exemple ici une matrice R, donc qui est cette matrice-là, qui est une matrice dite de rotation. C'est-à-dire que si jamais je l'applique à mon vecteur bleu, qui est mon vecteur XY, R multiplié par le vecteur XY, ça va me donner le vecteur rouge, qui s'interprète tout simplement comme une rotation d'angle θ centré sur 0. Okay. Donc il y a des interprétations, enfin tout, je vais le faire dans l'autre sens. Il existe certaines matrices qui ont des interprétations géométriques. Okay, où certaines transformations géométriques ont une transcription matricielle quand l'opérateur est linéaire. D'accord ? Donc la rotation, alors je dis qu'on n'en fera pas, en fait on en parlera un tout petit peu parce que les matrices de rotation, c'est des matrices qui sont un petit peu particulières dans le sens où elles sont ce qu'on appellera orthonormées. Elles sont de norme 1 et elles sont de norme 1 parce qu'en fait une rotation ne change pas les tailles. D'accord ? Donc si vous avez un objet que vous lui faites subir une rotation, il va bouger, mais il n'est pas dilaté. D'accord ? Donc il est de norme 1. Et il est orthogonal. Orthogonal, je ne vous l'ai pas encore défini pour les matrices, mais la notion d'orthogonalité pour une matrice, ça veut dire que R, quand j'ai une matrice carrée, en tout cas NN, ça voudra dire que R transposé, c'est l'identité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que R transposé, en fait, c'est l'inverse de ma matrice R. Donc c'est des matrices très particulières qui apparaissent à plusieurs endroits dans le cours, ces matrices orthogonales. Il s'avère que la rotation est un opérateur qui vérifie cette propriété-là. Alors, pour s'en convaincre, c'est très simple. Prenez la transposée de la matrice R. Donc, je vous rappelle, j'ai une matrice carrée, elle reste carrée, mais c'est juste qu'en fait, l'élément qui se trouvait en haut à droite, il va passer en bas à gauche, et donc je l'ai permis. Donc, en fait, le moins sinus qui était en haut à droite, il va passer en bas à gauche. Mais ça, c'est facile. Le sinus étant une fonction paire, moins sinus, c'est sinus de moins θ. Donc, en fait, la rotation, la permutation, on peut la voir tout d'un coup comme étant la même matrice, sauf que mon θ devient un moins θ. C'est-à-dire que R transposé va être la matrice de rotation d'angle moins θ. Okay, parce que le cosinus aussi est une fonction qui est symétrique par rapport à 0, donc cosinus de moins θ, c'est cosinus de θ. Okay, donc le moins n'impactera pas. Donc R de moins, la rotation associée, la transposée de la matrice R, c'est la rotation d'angle moins θ centrée sur 0. Donc quand je fais R transposé, ce que je suis juste en train de faire, c'est de dire, je fais une rotation d'angle θ, puis je fais une rotation d'angle moins θ. Je reviens au point de départ. Donc je suis bien sur le principe d'identité. Okay, donc cette histoire de R transposé qui est l'inverse, ça va être quelque chose de très important. Ça ne sera pas essentiel dans ce cours-là, mais voilà, souvenez-vous juste que les matrices les matrices orthogonales peuvent s'interpréter comme des matrices de rotation. En tout cas, il y a beaucoup de livres ou de documents que je vous mentionne qui parlent de matrices de rotation dès lors qu'on a ces matrices orthogonales. Ok, je m'arrête là pour les rotations, même parce que ce n'est pas non plus le cœur de ce cours. L'application qui nous intéresse le plus, c'est la projection orthogonale. Okay, donc la projection orthogonale, c'est un opérateur linéaire. Donc par exemple, ici, je suis dans le plan. Okay, donc le plan, ça veut dire que j'ai des vecteurs en dimension 2. Okay, et je vais faire une projection sur cette droite rouge. Okay, donc la droite rouge, elle a alors, les projections, encore une fois, on est sur des modèles linéaires, donc on passera toujours par 0 dans les applications linéaires. Okay, donc je vais avoir l'envie de projeter sur la droite rouge. Donc, comment est-ce que la droite rouge est définie par un vecteur directeur, donc ce vecteur delta que j'appelle, donc qui a pour coordonnées AB. Okay, et j'ai envie de construire la projection. Donc j'ai un vecteur U qui se trouve, je vais juste vous le noter en bleu, okay, puisque je suis sur du bleu. Donc j'ai mon vecteur U ici qui se trouve là.
Okay, donc, il y a pour coordonnées x, y, et je me demande comment je fais pour construire la projection. Okay. Ce qu'on peut montrer, c'est que la projection, elle va tout simplement s'écrire avec cette forme-là. Donc, ça va me donner le vecteur v. Alors là aussi, je vais peut-être aussi vous le noter. Donc, le vecteur v, c'est ce vecteur-là, donc qui est obtenu en faisant la projection orthogonale de mon vecteur u sur la droite UV. Okay. Ce qu'on peut montrer, c'est que donc, tous les calculs sont explicités ici. Je vous laisserai creuser un tout petit peu. Okay. Le point important qu'il faut retenir, c'est le point qui se trouve ici. C'est-à-dire comment est-ce que je construis une projection orthogonale? Tout simplement en créant la matrice qui va contenir le ou les vecteurs de l'espace sur lesquels on veut projeter. Donc ici, je veux projeter sur une droite, c'est-à-dire un seul vecteur. Donc je vais mettre une matrice avec ce vecteur-là. Donc je crée cette matrice delta. Okay. Si jamais vous créez cette matrice ici, vous allez créer la matrice qui vous permet de faire cette projection. Alors, dans le cas d'un vecteur en dimension 1, quand je projette sur une droite, okay, ça a cette expression-là. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que la projection orthogonale, c'est tout simplement le vecteur delta, delta transposé divisé par delta transposé delta. C'est très exactement l'expression qui est indiquée ici. Donc mon delta transposé delta, c'est la somme de tous les termes, donc c'est la somme des a carré plus b carré. Okay. Et je retrouve ici, au contraire, le produit. Donc je vais avoir du a carré, ab hors diagonale et b sur le dernier terme diagonale. Okay. Donc cette matrice-là, de manière générale, va s'écrire via cette transformation. Okay. Cette transformation, donc c'est un opérateur, ce qu'on va appeler une projection orthogonale. Donc dès qu'on verra apparaître ce genre de matrice, et croyez-moi, vous allez en voir apparaître beaucoup, ces matrices-là peuvent s'interpréter comme étant des projections orthogonales. Et la projection orthogonale, sur quoi est-ce qu'on projette? Je vous rappelle que mon delta, c'est constitué des vecteurs sur lesquels on veut projeter qui sont mis côte à côte. C'est tout simplement la projection sur l'espace engendrée par tous ces vecteurs qui sont dans ma matrice delta. D'accord? Donc je reviendrai un petit peu sur cet aspect-là. Okay. Juste une toute petite parenthèse sur les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, il y a une fonction, donc c'est les notions eigenvalue, eigenvector. Okay. Une valeur propre, c'est quoi? C'est une grandeur telle que, donc lambda, ça va être une valeur telle que je peux trouver un u qui soit non nul, tel que mu soit égal à lambda u. Okay. Ça veut dire que si vous opérez votre application m sur ce vecteur u, vous restez quasiment sur le même vecteur, c'est juste qu'il va être dilaté. Okay. Donc, soit si lambda est plus grand que 1, ça veut dire que vous avez quelque chose de plus grand. Okay. Soit vous avez quelque chose de plus petit que 1, donc il est compressé. Il pourrait même être égal à 0. Lambda a le droit d'être égal à 0, ça veut dire que tout d'un coup, vous avez 0. Okay. Donc, par exemple, et ça c'est intéressant parce que quand vous avez une projection orthogonale, okay, si jamais, en fait, on peut montrer que les projections orthogonales, 0 est valeur propre, okay, et les vecteurs propres sont précisément les vecteurs qui sont orthogonaux à l'espace sur lequel on projette. D'accord. Donc ça, on reviendra sur toutes les interprétations des projections, parce que ça va être la base de ce qu'on fera par la suite. Encore une fois, l'espérance, c'est une projection. Okay. Donc quand on fera des projections, on aura des grandeurs qui sont projetées, puis on aura des grandeurs qui sont dans l'orthogonale. Okay. Donc ces choses-là apparaissent ici. Donc c'est ce qu'on voit ici, la matrice ici, 1, 1, 1, 1, elle a des vecteurs propres. Donc par exemple, 1, 1 est un vecteur propre, dans le sens où si jamais j'applique 1, 1, c'est ce qui est fait ici. Okay. Dans ces cas-là, je récupère 2 fois 1, 1. Donc 2 est une valeur propre. Okay. Donc 2 est valeur propre associée au vecteur propre 1, 1. Et par contre, si jamais je prenais 1 et moins 1, dans ces cas-là, quand j'applique m, je récupère 0. Donc c'est bien 0 fois 1, 1 moins 1. Okay. Donc j'ai mes deux valeurs propres qui sont 2 et 1. Okay. Et mes deux vecteurs propres, alors en l'occurrence, ils sont orthogonaux. Okay. Ce sont mes deux vecteurs propres. Ce qu'on voit, c'est que la somme des valeurs propres correspond à la trace. Okay. Et on a 0 qui est une valeur propre. Alors ça va être lié aux histoires de rang. Okay. À partir du moment où 0 est valeur propre une fois, ça veut dire que la matrice est de rang nombre de colonnes moins 1. Donc ça veut dire que je perds quelque chose sur ma trace. Je vous fais une autre matrice. Alors je reste sur les matrices symétriques. Les matrices symétriques ont la propriété très intéressante d'avoir des valeurs propres réelles. Okay. Et des vecteurs propres qui sont orthogonaux. D'accord. Donc vous pouvez faire donc ici j'ai ma matrice 1, 2, 2, 1. Okay. Donc les valeurs propres sont 2 et 1, moins 1. Les vecteurs propres sont ces deux grandeurs-là. Alors, les vecteurs propres qui sont envoyés sous R quand vous demandez une décomposition en valeurs propres, c'est toujours des vecteurs qui sont de norme 1. D'accord. Donc, en l'occurrence, ce vecteur-là, il est proportionnel à 1. En fait, c'est 1 sur racine de 2. Okay, tout simplement parce que 1 sur racine de 2, quand je l'élève à la 2, je récupère 1.
D'accord? Donc 1 sur racine carrée de 2, ça me fait 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc ce vecteur-là, c'est un vecteur unité. Celui-là n'est pas un vecteur de norme 1, d'accord, mais qui est proportionnel à celui-là. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, 1, 1 et 1 moins 1 sont encore des vecteurs propres associés à ma matrice, tout comme dans la matrice précédente. La seule chose, c'est que mes valeurs propres ont changé. Okay, donc cette fois-ci, j'ai 3 et moins 1, c'est-à-dire que si jamais je prenais m multiplié par u1, ben dans ces cas-là, j'aurais 3 fois le vecteur u1. Donc je vais vraiment m'étendre beaucoup plus dans une direction que dans l'autre. Et dans l'autre, je vais même avoir une inversion. Okay, donc mon vecteur u2 devient moins u2 quand je lui applique la transformation. Avec toujours cette propriété que la somme des valeurs propres est égale à la trace de ma matrice. Donc la trace, je viens de vous le définir, hein, c'était la somme des termes diagonaux. Ok. Donc je vous reviens un petit peu sur toutes ces histoires de valeurs propres, de vecteurs propres. Je voulais surtout le faire dans le cas des matrices de projection, parce que les projections sont au cœur des modèles linéaires. Donc comprenez bien ces histoires de matrices de projection, parce que si vous les comprenez bien, vous verrez que tout ce que je vous raconte dans le modèle linéaire peut avoir des interprétations géométriques. Donc vous êtes capable de voir ce qui se passe quand vous faites une régression. Ok. Un petit exemple, qui est en gros l'exemple sur lequel j'avais présenté la projection. J'ai un vecteur 1, 2, et j'ai envie de faire une projection sur ce vecteur-là. Donc on a vu qu'on pouvait facilement construire la matrice de projection. La matrice de projection, c'est cette matrice-là qui est tout simplement x transposé divisé par x transposé x. Okay. Dans le cas très particulier de cette matrice 1, 2, la matrice de projection, elle a une écriture très très simple. C'est 0.2, 0.4, 0.4, 0.8. Okay. Si jamais je fais la décomposition spectrale de cette matrice, on obtient cette chose-là. Les valeurs propres, c'est 0 et 1. Okay, donc on a deux valeurs propres. Donc encore une fois, le nombre de valeurs propres, c'est lié à la taille de ma matrice. Donc comme je suis sur des matrices carrées, je vais avoir autant, symétriques, je vais avoir autant de valeurs propres que de colonnes et de lignes. Okay, donc j'en ai deux. Et j'ai deux valeurs très particulières qui sont 1 et 2. Alors première propriété, dans les matrices de projection orthogonales, il n'y a que deux valeurs propres possibles, 1 et 0. Okay, le nombre de fois où j'ai des 1, c'est la dimension de l'espace sur lequel je projette. Okay, et donc les 0, c'est ce qui reste. Okay, donc si jamais j'étais en dimension 3 et que je projette sur un plan, ben vous devez savoir que 0 est valeur propre une fois, et je vais avoir deux valeurs propres, deux fois la valeur propre 1. Donc ma décomposition spectrale, ce sera 1, 1, 0, deux fois la valeur propre 1 et une fois la valeur propre 0. Alors, ça veut dire quoi l'interprétation? Ben, l'interprétation est très très simple. C'est qu'en fait, donc je peux regarder ce que c'est que mon vecteur U1. Mon vecteur U1, il est ici. Okay, mon vecteur U1, il est là, et en fait, c'est très exactement le vecteur que j'avais là. C'est-à-dire, à racine de 5 près, qui est en fait la norme de mon vecteur qui se trouve là. La norme du vecteur ici, c'est 5. Okay, 1, c'est la racine carrée de 5, okay, puisque 1 plus 2 au carré, c'est 5. Okay. Donc, si jamais je norme ce vecteur-là, mon vecteur x sur lequel je projetais, c'est racine carrée de 5 fois ce vecteur-là. Le vecteur-là, c'est exactement celui-là. Pourquoi est-ce que effectivement ça a du sens? Ça a du sens parce que je me projette sur ma droite, donc de pente 1, 2. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que si jamais je prends mon vecteur 1, 2, okay, que je le projette sur lui-même, ben je reste sur lui-même. C'est lui-même. Donc M U1, c'est très exactement U1 parce que U1, c'était mon vecteur X en fait. Quand on est déjà dans l'espace sur lequel on projette, je suis invariant. Okay, donc ça, c'est une propriété importante des matrices de projection orthogonales. Quand je suis déjà dans l'espace dans lequel je projetais, ben les points sont invariants. Okay, donc M X sera égal à X. Okay, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je regarde l'autre matrice, l'autre vecteur propre, pardon. L'autre vecteur propre, c'est celui-là. Alors, ce vecteur-là, ben, il est un peu particulier, c'est qu'il est orthogonal à l'autre. Pourquoi il est orthogonal? Tout simplement parce que si jamais je fais U1 transposé U2, dans ces cas-là, je vais récupérer 0,44 multiplié par moins 0,89 plus 0,89 multiplié par 0,44, ce qui fait très 0 exactement 0. Okay, donc ça, par définition, de mon produit scalaire classique dans l'espace euclidien, enfin là aussi, je vous renvoie à votre cours soit de secondaire, soit collégial, sur les aspects géométriques et les produits scalaires. Okay, je suis orthogonal. Donc le vecteur U2, il est orthogonal. Donc je disais que je projetais sur ma droite qui était là, et là, je prends un vecteur qui est orthogonal. Quand je le projette, je tombe sur 0. Okay, puisque j'ai une droite qui passe par 0. Donc encore une fois, je tombe sur 0. Donc c'est exactement ce que ça nous raconte ici. Okay, si jamais je m'intéresse à mon M2 fois M appliqué à M2, dans ces cas, je tombe sur 0. Okay, donc c'est juste que si jamais vous avez des matrices de projection orthogonales, il y a deux solutions.
enfin, il y a deux types de vecteurs propres. Les vecteurs propres qui sont dans l'espace sur lequel vous projetez, puis ceux qui sont orthogonaux à cet espace-là. Okay, et dans ces cas-là, pour chacun des vecteurs propres, les valeurs propres associées, c'est soit 1 quand vous êtes dans le bon espace, soit 0 quand vous n'êtes pas dans le bon espace. Autre propriété, la trace, ça correspond au rang. Okay, donc en fait, je savais dès le départ la dimension de l'espace dans lequel je projetais, tout simplement parce que la somme de 0,8 et de 0,2, ça fait 1. Donc je sais que je projette dans un espace de dimension 1. Okay, donc ces histoires de valeurs propres, enfin de matrices de projection, ça va être le cœur des modèles linéaires. Je vais passer cette slide qui est sur les rotations. Je fais la même chose sur les rotations. Les rotations, c'est plus compliqué parce qu'en fait, elles ne sont pas symétriques. On a quand même de valeurs propres, mais elles sont complexes. Alors, elles sont complexes conjuguées, on a des interprétations. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas forcément très utile. Mais voilà. Ces histoires de valeurs propres, ça peut être un petit peu plus compliqué quand on a des matrices qui sont un peu plus tendues. OK. Depuis le début, je vous parle de rang. D'accord. Donc, le rang, ça va être une propriété importante. Donc, le rang, c'est lié à la notion d'espace de vecteurs qui sont linéairement indépendants. Okay. Donc, quand je suis en dimension K, ou en dimension N, en dimension quelconque, si je vous donne K vecteurs, les K vecteurs seront dits linéairement indépendants si je ne peux pas trouver de combinaison linéaire de ces vecteurs qui me donnent 0. Okay. Donc, pour toute combinaison linéaire de vecteurs non nuls, dans ces cas-là, la combinaison linéaire de ces vecteurs-là devrait être non nulle. Okay. Donc, le rang, c'est le nombre maximum de colonnes linéairement indépendantes. Donc ça va être quelque chose d'important parce que dès le début, ma première hypothèse que je fais dans les modèles linéaires, en tout cas une fois qu'on aura passé la régression simple, qui serait une petite introduction, l'hypothèse H1, je peux vous la donner dès le départ, c'est que la matrice de données est de plein rang colonne. Okay, donc ça va être la base numéro 1 pour faire un modèle linéaire, c'est que la base de vos données, la matrice en tout cas associée à la base de données, soit de plein rang colonne, c'est-à-dire que je ne puisse pas écrire une variable comme étant une combinaison linéaire des autres. Okay, c'est ce que nous raconte cette propriété. Okay, la notion de plein rang colonne, c'est le fait que aucune colonne ne peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire des autres. Voilà. Et cette chose-là, c'est très lié en fait à la dimension de vos vecteurs propres et le nombre de vecteurs propres qui sont non nuls. Okay, donc par exemple, si je vous prends cette matrice-là, donc la matrice 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, cette matrice-là, elle n'est pas de plein rang. Pourquoi? Parce que la colonne 3, c'est tout simplement 2 fois la colonne 1. Et ça se trouve sur les valeurs propres. Il suffit de lui demander une décomposition spectrale et je sais que j'ai en fait seulement 2 degrés de liberté. J'ai juste deux colonnes qui sont linéairement indépendantes. Okay, donc ce que ça voudra dire quand on fait une régression, c'est que quand je vais vouloir faire une régression, je ne peux régresser que sur 2 variables pour avoir un modèle identifiable. Okay, donc pour faire le lien avec ce que je racontais un peu plus tôt sur la statistique et l'idée des modèles identifiables, c'est caché un petit peu ici. Okay, l'identifiabilité est liée au rang des matrices. Donc c'est ça qu'on verra apparaître par la suite. Donc ces histoires de combinaisons linéaires, alors ça va être très important parce que c'est en fait ce qu'on va faire quand on fera des modèles linéaires. On va chercher des combinaisons linéaires de nos variables explicatives. Okay, donc ça va nous générer un ensemble, donc un plan. Okay, quand je suis en dimension, donc si je suis en dimension 3 et que je pars de 2 vecteurs, donc j'ai un vecteur x1, un vecteur x2, dans ces cas-là, ce que j'appellerais V de x1, x2, c'est tout simplement donc c'est la notion de span, c'est la notion d'image. Okay, c'est toutes les combinaisons linéaires que je peux créer à partir de ces 2 vecteurs. Donc, avec 2 vecteurs qui sont non collinéaires, je vais pouvoir générer tout un plan qui est le plan de toutes les combinaisons linéaires. Donc, si je me remets ici, par exemple, le vecteur qui se trouve là, il va s'écrire comme étant une combinaison linéaire de ces 2 vecteurs-là. Okay, donc, je vais avoir un petit quelque chose, soit le vecteur x1 plus le vecteur x2 pour récupérer ce vecteur. Et quand je regarde tout ce que ça m'engendre un plan. Okay, donc quand on fera des combinaisons linéaires de variables explicatives dans les modèles linéaires, ce qui sera le point de départ, dans ces cas-là, on verra que c'est équivalent à faire une projection sur l'espace plan, okay, qui est l'espace engendré par mes variables explicatives. Okay, donc c'est l'ensemble de tous les xa pour tous les a possibles de la dimension, de la taille de mon espace. Okay. Je n'ai pas besoin qu'ils soient orthogonaux, comme dans la partie supérieure. Dans la partie, dans le dessin que j'ai fait en haut, j'étais parti de 2 vecteurs orthogonaux. Je peux très bien avoir 2 vecteurs quelconques qui vont me générer tout l'espace. Okay, la seule chose, c'est que ça changera peut-être l'interprétation des projections.
Donc, je vous renverrai à ce qui s'appelle le théorème de Frigevault quand je vous parlerai des modèles linéaires. On aura des soucis en termes d'interprétation quand les variables explicatives sont pas orthogonales, mais voilà, c'est un petit détail qui réapparaîtra plus tard. Ok, donc j'arrête là pour les histoires de projection et tout ce genre de propriétés. Il existe autre chose d'important dans les matrices, c'est la notion de défini positive. Okay, donc une matrice carrée sera dite définie positive si pour tout x, x transposé, enfin, je vais pouvoir construire donc ce qu'on appelle une forme quadratique, donc x transposé a x, donc c'est une forme quadratique. J'aurai une matrice qui est définie positive si et seulement si, pour tout x non nul, cette forme quadratique est strictement positive. Okay. Bien sûr, ce sera 0 quand x vaut 0, mais dès lors que je quitte 0, je vais être strictement positif. Alors, ça, vous l'avez forcément déjà vu, hein, c'est des choses qui apparaissent assez naturellement quand on fait du calcul multivarié. Okay. Ça va être lié à quoi? Ça va être lié à des matrices de calcul à des matrices hessiennes, ça va être lié à des notions de convexité, à des notions de minimum. Okay. Donc, quand je cherche le minimum, je veux avoir la matrice de dérivée seconde qui soit positive, définie positive, quand on est au minimum. Donc c'est ce genre de choses qui va se cacher dans l'utilisation de ces objets-là. C'est quand on a des formes quadratiques, et on en aura forcément. Pourquoi? Parce que quand on fera des moindres carrés, on va faire des sommes de carrés, donc ça va être des formes quadratiques. Okay, et on va essayer de trouver des propriétés de minimum. Okay, donc on a besoin d'avoir des notions de matrice définie positive. Okay, je passe un tout petit peu pour aller un petit peu plus loin. La notion de matrice, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Une matrice va être définie positive, je ne l'ai pas mis ici, quand les valeurs propres sont strictement positives. Okay, donc il y a un lien direct entre les valeurs propres dont je parlais juste avant et la notion de définie positive. Ok, autre grandeur intéressante, l'inverse, qui peut éventuellement exister. Okay, donc une matrice qui est inversible, et là aussi ça va être associé aux valeurs propres, il faudrait que 0 ne soit pas valeur propre. Okay, dans ces cas-là, je peux construire un inverse. Et l'inverse, c'est quoi? C'est une matrice A-1, telle que A multiplié par A-1 est égal à l'identité. Okay, donc c'est vraiment juste l'idée d'un élément neutre. Quand j'applique, et la notion d'inverse dans un groupe, okay, donc appliquer A multiplié par A-1 ou A-1 multiplié par A devrait être égal à la matrice identité, qui est l'élément neutre dans mon ensemble des matrices. Okay, donc on a un certain nombre de propriétés. Donc, par exemple, l'inverse, la transposée d'un inverse, c'est l'inverse de la transposée. Okay, l'inverse d'un inverse, c'est la matrice. Quand j'inverse un produit, je vais récupérer le produit des inverses, à condition que les deux aient du sens. Okay, le produit pourrait être inversible, mais peut-être que les deux matrices ici ne sont pas inversibles. Et ce genre de choses. Donc, par exemple, ici, je vous inverse la matrice 3, 2, 2, 4. Ça vous donne la matrice 3, moins 2, moins 4, 3. Okay, si vous n'êtes pas convaincu, faites le produit, et faites même le double produit. Faites A-1 et A-1A. Alors, petite subtilité, sous R, la notion d'inverse va s'appeler solve, essentiellement parce qu'en fait, on résout un système linéaire. Okay, on essaie de trouver une matrice telle que cette chose-là soit égale à l'identité. Donc ça vous renvoie cette matrice où on essaie de trouver un inverse à un problème de la forme AX égale identité. Toute petite série de slides pour finir, pour faire des liens en particulier avec la statistique, c'est des propriétés sur les matrices idempotentes. Les matrices idempotentes, il faut penser aux matrices de projection. Okay, une matrice serait idempotente quand P au carré est égal à P. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'interprète P comme étant la matrice associée à une transformation linéaire, quand je l'applique deux fois, c'est la même chose que l'appliquer une fois. Ben, ça, c'est exactement ce qu'on fait avec une projection. Une fois que vous avez projeté, ça ne sert plus à rien de reprojeter. Okay, une fois que vous avez projeté sur un plan, tous les points qui ont été projetés, quand je les reprojette, ils restent dans le plan, puis les points qui n'étaient pas dans le plan, ils ont déjà été projetés dans le plan. Donc effectivement, une matrice de projection, la matrice dont je vous parlais tantôt, qui est ce x, x transposé x moins 1, x, transposé, il manque un petit transposé, sera une matrice idempotente. Okay, donc les matrices de projection sont fondamentalement idempotentes. Okay, alors, on a un théorème qui paraît un petit peu exotique, qui pourrait paraître comme étant un théorème d'algèbre linéaire. En fait, c'est un théorème de Stat. C'est le théorème de Cochrane. Et qui est très lié à des propriétés sur les vecteurs gaussiens. Et quelque chose qu'on avait très rapidement évoqué, c'est les histoires de loi du qui2. Okay, je vous avais dit, si jamais vous avez un vecteur gaussien, d'accord, si jamais vous avez des variables gaussiennes x1, xn,
qui sont indépendantes et de loi n01. Si jamais vous faites la somme des xi carrés, vous avez une loi du qui 2 à n degrés de liberté. En fait, on a une propriété un peu plus forte qui est que si jamais vous avez une matrice idempotente, alors dans ces cas-là, la forme quadratique x transposé, alors je vous rappelle que la somme des xi carrés, c'est x transposé x. Okay. Si jamais je m'intéressais à du x transposé a x, c'est-à-dire la forme quadratique associée à la matrice A, dans ces cas-là, je vais récupérer une loi du qui 2. La seule petite chose qu'on va avoir, c'est qu'en fait, les degrés de liberté vont diminuer. Okay. C'est ce théorème qu'on va formaliser un petit peu par la suite. Mais ce que vous dit le théorème de Cochrane, c'est que si vous avez une matrice idempotente, dans ces cas-là, on a plusieurs petites propriétés. La première, c'est que le rang correspond à la trace. Okay. Donc, exactement comme on l'avait vu sur la projection, il suffisait de prendre et encore une fois, penser à une matrice idempotente comme une matrice de projection. Okay. La trace, c'est-à-dire la somme des éléments diagonaux, vous disiez quelle est la dimension de l'espace dans lequel vous projetez. Okay. Ben, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a des propriétés de décomposition. C'est-à-dire que si ma matrice H, je peux me la décomposer en K, alors dans ces cas-là, je vais avoir équivalence entre le fait que des matrices AI, par exemple, sont idempotentes avec une orthogonalité et le fait que la somme des rangs soit égale au rang de votre matrice de départ. Okay. Ça paraît un petit peu abstrait comme propriété. En fait, ce qui va nous intéresser, ça va être essentiellement le fait qu'on puisse décomposer une matrice en deux, la projection et la projection sur l'orthogonale. Okay. Dans ces cas-là, on va récupérer ce genre de propriété. Okay. Je vais revenir un petit peu plus tard sur ces histoires de mémoire de Cochrane, okay. Parce qu'on va avoir, encore une fois, toutes ces petites propriétés. Ok. Donc, juste pour continuer sur les projections et pour reparler un petit peu de cette histoire alors pas exactement de théorème de Cochrane, mais des propriétés des matrices idempotentes. Donc, je me place en dimension 3. Okay. Donc, j'ai des vecteurs en dimension 3 et je vais projeter sur deux variables. Okay. Donc, je vais me donner deux vecteurs. En l'occurrence, le premier vecteur, c'est ce 0.8, 0.2. Donc, c'est le premier vecteur qu'on voit ici, indiqué ici. Et le deuxième vecteur, c'est ce 0.4, 0.6, qui est le second vecteur. Okay. Donc, je vais projeter sur V de x1, x2. Okay. Donc, comment est-ce que je construis ça? C'est exactement ce que je vous raconte depuis le début. Je crée la matrice x1, x2. Donc, je vais mettre mes deux vecteurs colonnes. Et je vais construire ma matrice P qui sera un x multiplié par x transposé x moins 1 transposé de x. Okay. Donc, je prends la matrice dont je vous parle depuis le début, qui est cette matrice-là. Okay. Donc, cette matrice-là, c'est la projection orthogonale sur l'espace. Alors, techniquement, ce serait le V ici, donc l'espace engendré par mes x1, x2. Okay. Alors, on peut le vérifier. Alors, ce que vous pouvez noter, c'est que mes deux points ici finissent par des zéros. Donc, en fait, mes deux points, qu'est-ce qu'ils vont me générer? Ils vont me générer l'ensemble du plan z égale 0. Okay. Donc, c'est le plan horizontal. Okay. Ici, j'ai un vecteur qui est 0.6, 0.6, 0.6, donc c'est ce vecteur bleu. Et je me demande ce qui se passe quand je le projette. Quand je le projette, en projection orthogonale, je tombe très exactement sur 0.6, 0.6, et comme je suis sur le plan, j'ai mon 0. Okay. Donc, ça a effectivement du sens. Donc, effectivement, mon vecteur est projeté et ça marche. Donc, cette matrice-là, on peut vérifier qu'elle est idempotente, parce que si jamais je fais ce produit-là, donc P multiplié par P à la 2, pourquoi est-ce que ça marche? Essentiellement parce que je peux regrouper ces deux termes-là. Et donc, je me retrouve avec deux éléments qui sont un peu particuliers. J'ai du x transposé x, du x transposé x moins 1, et donc ces deux termes-là vont simplifier, puisque j'ai m, m-1. Okay. Et donc, il va me rester ce qui reste, okay, c'est-à-dire la composante qui est à gauche, avec le petit terme qui se trouve à droite. Et donc, je retrouve bien mon x transposé x moins 1, x transposé, qui est la matrice P de départ. Okay. Autre chose, une fois que si jamais je prends les points dans le plan dans lequel je projetais, dans ces cas-là, je suis invariant. P multiplié par x1 est égal à x1. Okay. Mais je pourrais même prendre n'importe quelle combinaison linéaire. Je peux prendre n'importe quel vecteur. Je pourrais aussi prendre le vecteur qui va se trouver ici. Je pourrais très bien prendre le vecteur 0,1. Si jamais j'applique à ma matrice P, j'applique à la matrice P au vecteur 1, 0, 0, dans ces cas-là, je retombe sur 1, 0, 0. Okay. Donc, c'est vraiment l'idée que ma matrice de projection, elle est très particulière. Quand je suis dans le plan, ça ne bouge pas, je me projette dessus. Si jamais je prenais un point qui était orthogonal, si jamais vous prenez P de 0, 0, 1, vous allez tomber sur 0, 0, 0. Okay. Vous prenez un point qui est uniquement suivant l'axe des Z, quand vous le projetez, vous tombez sur 0. Okay. Encore une fois, parce que je suis dans des espaces linéaires. Il y aura une petite subtilité par la suite, nous on aura des espaces affines, okay, on rajoutera des constantes. Ici, je n'ai pas de constante, donc tout passe par 0. D'accord.
Autre outil qui nous servira un petit peu, les histoires de blocs. Bon, c'est un peu trivial, tout ça vous le connaissez, mais disons que quand j'ai une matrice NN, dans ces cas-là, je peux m'amuser à la découper, ok, en blocs. Donc mon bloc, il peut être de tailles différentes, donc je peux avoir ce qu'on aimerait bien, nous, c'est avoir des blocs qui nous donnent des matrices carrées sur la diagonale, mais je peux parfaitement découper comme je veux. D'accord. Euh, j'ai des propriétés, par exemple, sur les inverses. Donc, on peut montrer que si jamais je m'intéresse à l'inverse de ma matrice A, dans ces cas-là, si la matrice qui se trouve dans la partie supérieure est inversible, alors je peux l'écrire sous cette forme-là. Okay. Donc voilà, j'ai toutes sortes de propriétés qui peuvent exister sur les matrices par bloc, mais je passe, on le reverra si on en a besoin. Juste un petit dessin sur les formes quadratiques, donc j'en avais parlé un tout petit peu, peut-être que le slide aurait dû passer plus tôt, mais j'en ai parlé sur les notions de définies positives. Donc une matrice définie positive, par exemple la matrice identité. Okay, si je regarde la forme quadratique associée, cette matrice-là, c'est la somme, c'est en l'occurrence, pardon, x2 plus y2. Okay, x2 plus y2 en dimension 2, cette surface-là, c'est une belle parabole, un paraboloïde. Okay, donc c'est une fonction qui est toujours au-dessus de 0. D'accord. Donc on retrouve le fait qu'on ait quelque chose de défini, défini positif. Okay. Donc, quand ma matrice est définie positif, on voit que 0, en l'occurrence, c'est un minimum de ma fonction. Au contraire, si je suis défini négatif, dans ces cas-là, je suis toujours en dessous de 0, donc 0 est un maximum. Okay. Les matrices qui sont indéfinies, donc, ma première matrice, les deux valeurs propres étaient positives. Là, les deux valeurs propres sont négatives. Ici, mes valeurs propres sont positives et négatives. Dans ces cas-là, c'est indéfini, dans le sens où c'est ni un maximum ni un minimum. Par contre, il y a un truc un peu particulier, c'est que c'est un point cell. Okay. Un point cell, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je regarde dans la première composante, dans la seconde composante, j'ai l'impression de tomber sur un maximum. Si jamais je regarde sur la seconde composante, j'ai l'impression d'être sur un minimum. Donc, suivant la direction, je suis sur un minimum ou un maximum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un point cell. Okay. C'est une matrice qui n'est ni définie positive, ni définie négative, ni positive, ni négative, ni quoi que ce soit. Et petite matrice un peu particulière, c'est des matrices qui ne sont pas de plein rang. Okay. Dans ces cas-là, 0 est valeur propre, et en fait, on a une matrice qui est positive, mais pas définie. Dans le sens où je peux trouver un ensemble infini de valeurs pour lesquelles ça vaudra 0. Okay. En l'occurrence, ici, quand je me place sur cet axe-là, donc en l'occurrence l'axe du vecteur directeur 1, 1, dans ces cas-là, tous les points sont des minimums de ma fonction, puisque je suis quand même globalement sur une fonction qui est positive. Okay. Elle est définie, mais c'est juste qu'elle est nulle, elle n'est pas nulle quand on a un point, comme c'était le cas ici, où la fonction était nulle uniquement quand on était sur 0, 0. Hein. x2 plus y2, ça vaut 0 si et seulement si x égale 0 et y égale 0. Par contre, ici, j'ai plutôt quelque chose qui serait de la forme x plus y au carré. Okay. Dans ces cas-là, si jamais je vois apparaître du x plus y, donc si jamais je suis sur, alors c'est plutôt x moins 1, 1, okay. Dans ces cas-là, si jamais x est égal à y, dans ces cas-là, je suis sur un minimum. Okay. Alors ces formes quadratiques, elles auront un intérêt. Alors je vais juste vous faire un petit dessin, parce qu'en fait, ça nous servira dès qu'on fera un peu plus de vecteurs gaussiens. Okay. Donc ma forme quadratique, elle a cette forme-là. De manière générale, quand j'ai une matrice A, B, B, C, donc je vais prendre des matrices symétriques quand même. Okay. Quand je m'intéresse à cette forme quadratique, okay, si jamais ma matrice est positive, dans ces cas-là, en fait, les courbes, les points pour lesquels j'ai une certaine constante, donc si je cherche les points xy, xy je les mets dans mon vecteur z, hein, les points pour lesquels z transposé mz est égal à une constante, c'est des ellipses. Okay. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, prenez le cas de la matrice identité. Okay. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je suis en train de tracer ici? Donc cette application, ce sera quoi? Ce sera tout simplement, donc si jamais je prenais 1, 0, 0, 1, dans ces cas-là, je récupère x2 plus y2. Okay. Si jamais je cherche les points tels que x2 plus y2 est égal à une constante, on est d'accord que c'est des cercles. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous avez une matrice, qui n'est plus la matrice identité, mais que vous avez une matrice un peu plus générale, et nous, celle qui nous intéressera, ce sera l'inverse de la matrice de variance. Okay. Donc ce sera du sigma moins 1. Okay. Dans ces cas-là, les courbes de niveau sont des ellipses. Donc là, je reprends quelque chose que vous savez, qui sont que les courbes de niveau d'un vecteur gaussien en dimension 2, ce sont des ellipses. Okay. Là, ce que je veux faire, c'est aller un tout petit peu plus loin et regarder à quoi ressemblent ces ellipses. Okay. En fait, les ellipses, on peut voir qu'elles ont des directions. Okay.
Donc, on a des axes qui sont donnés à ces ellipses. Alors, je vous renvoie aux lois de Kepler. Kepler savait que les mouvements des planètes, par exemple, c'était des ellipses. Donc là, on remonte aux maths d'il y a 200 ans. Hein. Donc, je vais déformer mon cercle suivant des axes. En fait, on peut montrer que les axes, donc le grand axe, qui est l'axe dans lequel on étire, puis l'autre axe, qui est l'axe orthogonal ici, ces axes sont directement liés en fait aux valeurs propres de la matrice. Okay, donc, je vais avoir les deux valeurs propres. Alors, donc je vais juste vous montrer sur le dessin. J'ai pris une matrice un peu particulière. Donc, voilà ma matrice M. Donc, ma matrice M, c'est 0.6, 0.2, 0.2, 0.9. Alors, il faut penser à M comme étant du sigma moins 1. Donc, ça va être l'inverse de notre matrice de variance-covariance. Okay, si jamais je regarde la décomposition spectrale de cette matrice, la décomposition en valeurs propres, on peut montrer qu'il y a deux valeurs propres, 1 et 0.5, associées à deux vecteurs propres. Alors, on l'avait déjà vu un tout petit peu, ce vecteur propre, on le connaît, en fait, c'est 1, 2. Okay, donc, c'est juste qu'en l'occurrence, ici, c'est 1 sur racine de 5, 1, 2. Okay, donc, en fait, si jamais je regarde ce qui se passe, ben, en fait, ici, j'ai tracé les ellipses qui étaient associées en fait, à la forme quadratique associée. Okay, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, le vecteur propre qui se trouve là, ben, c'est tout simplement le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre. Okay, donc, qui va être la direction dans laquelle j'étends le plus. Alors, la plus petite valeur propre, pourquoi c'est la plus petite? Essentiellement parce qu'on est en train de travailler sur sigma moins 1. Okay, donc, c'est plutôt, plus vous avez de variance, plus vous êtes étalé dans la direction dans laquelle vous avez plus de variance. Okay, donc, si jamais vous avez deux vecteurs gaussiens, qui sont un qui a une variance de 2, l'autre qui a une variance de 1, dans ces cas-là, vous allez être plus étalé dans celui qui a la variance de 2. Okay, mais vu qu'on travaille sur du sigma moins 1, on voit que ce 2, bah, je vais plutôt prendre l'inverse, donc c'est plutôt associé à des choses petites. Okay, et ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que il y a une interprétation géométrique très forte de ces ellipses qu'on a dans le vecteur gaussien en lien avec les vecteurs propres associés. Okay, donc ça, c'est la base du cours ACT 6100. Okay, pour ceux qui prendront le cours à la prochaine session, vous reverrez ça. Mais voilà, souvenez-vous juste, qu'on a des ellipses. Donc, par exemple, quand on fera quand on travaillera sur la loi des vecteurs d'une droite de régression, donc une droite, c'est défini par deux valeurs, A et B. Okay, quand on fera un estimateur, on aura un vecteur de paramètres, A chapeau, B chapeau. Quand on travaillera sur des modèles de régression, on pourra montrer que sous certaines hypothèses, ce vecteur AB, A chapeau, B chapeau, il est gaussien multivarié. On pourra voir effectivement qu'on a des ellipses qui apparaissent. Okay, donc, on verra les ellipses, on interprétera ces ellipses et ce genre de choses. D'accord, donc, les ellipses sont des outils très importants dans ce cours-là parce que derrière se cachent les vecteurs gaussiens, en fait. Okay, les vecteurs gaussiens sont la base de la première partie du cours sur les moindres carrés. D'accord, même si, encore une fois, je vous les présenterai d'une manière un peu différente, mais c'est juste un exercice pédagogique où je vais présenter les choses de manière un petit peu tordue, mais pour vous montrer ensuite, par la suite, qu'on revient dessus avec les vecteurs gaussiens. Okay, je vais m'arrêter là en algèbre linéaire. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui si vous paraissent complètement exotiques et ne vous intéressent pas, les creusez pas, en particulier les valeurs propres, ce n'est pas essentiel. Je pense aussi que vous maîtrisez un petit peu les valeurs propres, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer par la suite. Okay, mais retenez surtout les histoires de projection. Les matrices de projection sont très particulières, elles sont idempotentes. Donc, quand je les applique deux fois, c'est comme l'appliquer une fois. Le rang va être associé à l'espace dans lequel on projette. Enfin, voilà. La matière importante est essentiellement sur les rangs. Donc, retravaillez bien les histoires de rangs, essayez de bien les comprendre. Les histoires des formes quadratiques, ça apparaîtra de manière un petit peu cachée parce qu'en fait, on va faire de l'optimisation et on va s'intéresser à des calculs de matrices hessiennes et ce genre de choses. Okay, donc, je vais arrêter là pour cette capsule et je pense qu'on aura quasiment fait le tour de nos rappels. À très bientôt donc.